De fréquentes variations ont souvent redessiné la ligne de rivage. Érosion. Les dépôts de sédiments ont ainsi transformé la confluence du Rhône et de l'Arve. Dès la période néolithique, des hommes et des femmes s'installent sur le rivage. Sur des bancs de sable et d'argile, qui fermaient alors la rade, les fouilles archéologiques ont mis au jour des balafres. Ce sont des milliers de puits de bois découverts au paquis, aux eaux vives, aux stations de la grange et du plongeon. Ces vestiges témoignent de la présence de plusieurs villages littoraux autour de l'an 1000 avant notre ère. Deux siècles plus tard, ils sont abandonnés quand le niveau du lac remonte. Dans cette géographie mouvante, rescapée de la débâcle glaciaire, les deux pierres du Niton ont constitué très tôt des repères, fixes et solides, pour mesurer le niveau de l'eau. L'ingénieur cantonal et futur général Dufour y scellera une plaque en 1823. Elle est aujourd'hui encore la référence pour définir l'altitude en Suisse. Ces pierres constituent sans doute le plus ancien signe de la volonté genevoise de mesurer et contrôler un territoire convoité. Au IIe siècle avant notre ère, la tribu celte des Allobroges s'installe au sommet de la colline au moment de la conquête romaine. Le choix d'implantation de cet oppidum est stratégique. Poste frontière et point de passage entre le monde, celtique et romain. En moins 58, les Romains détruisent le pont du Rhône pour stopper la migration des Helvètes. César relate l'épisode dans la guerre des Gaules, le plus ancien texte portant la mention de Genawa. La ville romaine prend position sur ce refuge naturel, protégé sur 3 côtés, et se ceint d'une fortification. Elle est élevée au rang de cité épiscopale au tournant du IVe siècle. Mais elle reste confinée au périmètre restreint de la colline. 700 ans plus tard, Genève est toujours contenue dans son enceinte. C'est à partir du XIIe siècle qu'elle se développe véritablement, suivant un schéma qui se répète dans le temps. Des édifices surgissent hors les murs, souvent autour d'un marché ou d'une voie d'accès. Puis, un nouveau mur englobe le faubourg et les terres alentours afin d'assurer la sécurité et l'approvisionnement de la ville. C'est ainsi que le bourg de Four est rattaché à la cité. Les faubourgs s'étendent et triplent sa superficie. Vers 1450, la population a quintuplé grâce au succès international des foires. Genève se densifie et s'élève fièrement, dominée par la cathédrale Saint-Pierre. Peuplée de 10 000 habitants, la cité est une place commerciale et financière de premier rang en Europe. À cette même époque, Conrad Witz peint la pêche miraculeuse sur un volet du retable de la cathédrale. Pour la première fois dans l'histoire de la peinture, l'épisode biblique est mis en scène dans un paysage réaliste, celui de la rade de Genève. La figure centrale du Christ est tournée vers la rive gauche et la Savoie. En observant de plus près, on distingue les pierres du Niton, sur lesquelles la rame du pêcheur semble prendre appui. Le regard du peintre livre de précieux détails sur la vie et les paysages au XVe siècle. Sur les pontons reliant les maisons de la ville basse, des personnages puisent l'eau du lac, d'autres discutent. À l'arrière-plan, dans un territoire fertile organisé en haies bocagères, des paysans labourent leurs champs. Au-dessus du pré d'évêque, des hommes pratiquent le jeu de l'arc. De l'autre côté,
une chevauchée porte l'étendard du duc de Savoie, exaltant ainsi l'influence de la maison de Savoie et ses relations alors pacifiques avec la cité. Après 1535, la situation est bouleversée. Genève se libère du pouvoir des princes-évêques et adopte la réforme. Le protectorat savoyard est rompu. Les autorités décident de démolir tous les faubourgs extérieurs, ôter le bout pour garder le nécessaire. Dans une longue période de tension avec la Savoie catholique, la République protestante se replie. Un système de bastions multiples est construit en plusieurs étapes. En 1602, le duc de Savoie tente de conquérir la ville. Il échoue. Mais l'épisode de l'escalade éprouve durement la sûreté de la ville. La cité reste sous la menace des tirs d'artillerie, dont la portée s'accroît constamment. Un glacis de plus en plus vaste l'éloigne du monde extérieur, auquel elle n'est reliée que par 3 portes, fermées chaque soir. Le petit rade est ceinturé d'estacades, de chaînes, de bastions et de tours. L'eau du lac est amenée dans les fossés périphériques et participe au système de défense. Genève est emmurée derrière l'élégante géométrie de ses fortifications dans un splendide isolement qui va durer 3 siècles. Inviolée de l'extérieur, la place forte est pourtant ravagée de l'intérieur par l'incendie du pont du Rhône en 1670. L'accident fait réfléchir aux carences d'hygiène et de sécurité. L'essor du XVIIIe siècle accroît la densité des constructions entassées qui tournent de dos au lac. Signe d'un changement d'époque, cette vision de fermeture et d'insalubrité n'attire plus les regards et ne réjouit plus les cœurs. L'aménagement du quai des Bergues et du Grand Quai trace des lignes franches entre ville et lac. Le plan relief dressé par Auguste Magnien consigne un état détaillé de Genève en 1840. Il montre une ville, les pieds dans l'eau, enserrée dans ses murs, avec le spectacle de ses moulins, blanchisseries et bateaux lavoirs. Ces rues étroites, pittoresques, dépourvues d'espace et de lumière, appellent une modernisation de grande ampleur. Le démantèlement des bastions est entrepris après la révolution fasciste de 1846. L'espace ainsi libéré forme une immense ceinture autour du noyau historique. Il est quadrillé par une série de trames orthogonales favorisant les grandes opérations immobilières. Le front de lac a connu une évolution radicale. Les grands hôtels et immeubles de rapport redessinent le rivage et l'échelle des bâtiments. De belles demeures fleurissent, agrémentées de parcs. De larges vues paysagères sous le lac et le Mont Blanc sont ménagées. Ainsi, le dessin de l'histoire urbaine genevoise est intimement lié à l'usage de son lac. La ville se développe principalement par avancées successives sur l'eau, en comblant les berges, en lotissant l'espace conquis, en densifiant les parcelles, en jetant des plateformes portuaires sur le lac. À la fin du XIXe siècle, la ville se retourne comme un gant et offre le visage d'une cité ordonnancée. La volonté de domestiquer le régime des eaux se concrétise. Le niveau est régulé par un barrage situé au pont de la Machine. L'usine des forces motrices distribue efficacement l'eau dans les quartiers.
Symbole de cette métamorphose, le jet d'eau est placé au centre de la rade. Son jaillissement devient l'emblème de la cité. Les réseaux de transport tissent leur toile dans un arrière-pays qui s'industrialise et se construit. Cette croissance diffuse contraste avec la densité du centre ancien et la régularité de la grande ceinture. Au siècle dernier, le statut international de Genève se confirme. Son visage est à présent celui d'une ville-monde. Une ville-monde qui assume son rôle de métropole régionale et transfrontalière, tissée de réseaux et maillée d'infrastructures. Fidèle à sa vocation de lieu d'échange, le territoire est traversé par des flux de mobilité toujours plus denses. Dans une autre forme d'écriture, l'information numérique, en temps réel, trace de nouvelles figures autour de la rade, dessine et redessine les formes du territoire sur ce même palimpseste.